Bonjour à tous, comme vous pouvez le constater, je suis masquée, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous saurez plus me juger à la hauteur du contenu que je vais vous fournir, plus que vous arrêtez au fait que je porte un masque. Voilà. Donc, je vais vous résumer aujourd'hui le premier livre qui s'appelle de Napoleon Hill, qui était un écrivain et qui s'appelle Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. En fait, c'est un livre qui a été écrit par Napoleon Hill qui a en fait à l'époque interviewé plusieurs hommes à succès, plusieurs hommes riches, dont certains, enfin il en a interviewé plus de 500, donc c'est pour vous dire la puissance du livre. Il en a interrogé plusieurs, dont par exemple Carnegie, qui était un mania du fer à l'époque. Il a interviewé Edison, Thomas Edison, qui a créé l'ampoule, et Rockefeller aussi, hein. Donc Rockefeller était un homme extrêmement riche à l'époque. Et il a fait ça pendant plus de 25 ans. Il n'a pas arrêté. Certains disent 30 ans. Donc je peux vous dire 30 ans d'interview de plus de 500 personnes. Ça vaut le coup qu'on se penche sur les livres pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il en a retiré comme principe. L'idée de la vidéo, c'est que vous preniez un raccourci, que vous n'ayez pas à lire le livre en entier, parce que je considère qu'en fait, le temps, c'est de l'argent. Donc si je peux vous permettre d'économiser du temps et vous synthétiser les points essentiels, eh ben, c'est toujours ça de gagner dans votre journée. En fait, pour lui, il explique que tous ces hommes à succès, ce qui a fait leur succès, c'est qu'en fait, ils auraient un état d'esprit complètement différent. Complètement différent. Et ils ont réussi à programmer leur esprit pour que leur esprit les mène directement au succès. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? En fait, ils ont simplement pris conscience de l'existence du subconscient. Le subconscient, c'est quoi? En fait, nous sommes un esprit, et dans notre esprit, il y a deux esprits, si vous voulez. Il y a le conscient, les choses que nous faisons consciemment, et il y a le subconscient, les choses que nous faisons dont nous n'avons pas... c'est-à-dire une partie de notre esprit dont nous n'avons pas forcément conscience. Et il explique que le subconscient est beaucoup plus grand, plus énorme que le conscient. Par exemple, si le subconscient fait la taille d'une pomme, le subconscient, c'est la taille de l'univers. C'est pour vous dire. Et ses ressources informatiques sont infiniment plus importantes que celles du conscient. Raison de plus pour pouvoir exploiter ce subconscient afin d'arriver au succès. Et pour ça, il faut avoir un programme clair et précis. Donc, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le subconscient pour pouvoir le dominer. Parce qu'en fait, ce qui est la bonne chose dans l'histoire, c'est que même s'il est plus grand, plus énorme, en fait, c'est le conscient qui va diriger le subconscient, qui va le contrôler. Bonne nouvelle, notre conscient est le maître de notre subconscient. Imaginez un peu que le conscient, ce soit comme le jardinier, et le subconscient, c'est le jardin. C'est-à-dire que c'est le jardinier qui décide, c'est le jardinier qui décide ce qu'il va planter dans son jardin. Imaginez que le subconscient, ce soit un énorme bateau hyper puissant et que le conscient, ce soit le capitaine du navire. Même si le bateau est hyper grand, gigantesque, fait des millions de kilomètres, eh bien, il ira où le capitaine du navire va le mener. Donc, vous devez considérer le subconscient comme cet immense bateau et le conscient, en fait, comme le capitaine du bateau. Notre subconscient, c'est quoi? En fait, lui, il est en général, si on le laisse comme ça en jachère, si on ne fait rien, ben, il a plutôt tendance quand même à s'imprégner de pensées négatives parce qu'on est plutôt globalement souvent des gens pessimistes. Vous voyez, on est toujours à avoir des idées négatives. Donc, il va plutôt se laisser influencer par ces idées négatives. Par exemple, le fait de dire que bon, comme on est pauvre, on restera pauvre. C'est impossible de devenir riche. Oh, je suis grosse, je resterai grosse, je maigrirai, c'est trop difficile de maigrir, surtout à mon âge, oh là là, je ne peux pas maigrir, c'est impossible. Oh, si je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais échouer, ça c'est sûr que ça ne va pas me réussir. Donc le subconscient, lui, son but, c'est de faire des pensées. Il est juste le fabricant. Il fabrique ce que vous lui donnez à fabriquer. C'est comme le jardin. Vous lui donnez la graine, il va vous donner une pomme, il va vous faire un pommier. Vous lui donnez des fraises, il va vous faire un fraisier. Lui, il fabrique ce qu'on lui donne. Vous comprenez? Donc si vous fabriquez, si vous lui donnez que du positif, il va fabriquer du positif. Si vous donnez que du négatif, il va fabriquer du négatif. Lui, c'est juste le fabricant. Il fait. Peu importe. Il est objectif. Il ne se dit pas, ah, je préfère les négatifs, je préfère le positif. Lui, il est juste là, il est le fabricant. Il se dit, si elle me donne du positif, bah, je fais avec le positif. Si elle me donne du négatif, bah, je fais avec du négatif. Il ne fait pas la différence entre 1 centime et 1 million d'euros. Il ne fait pas la différence entre content, pas content, entre pensée positive, pensée négative. Non. Il fait
Il accepte juste ce que vous lui envoyez tout au quotidien et il le transforme en réalité. Vous lui envoyez de la négativité, je vais rester pauvre, je vais rester gros, c'est votre réalité. Vous êtes pauvre, vous allez rester pauvre. Donc, effacez tout ça et commencez à construire un programme, un vrai programme qui vous permette de contrôler votre subconscient, de l'inonder de pensées positives pour atteindre le succès. Et comment vous allez faire ça? Premier des principes, créez-vous un désir ardent. Créez-vous des pensées positives et un désir ardent. C'est quoi le désir ardent? Le désir ardent, c'est quoi? C'est une force, comment dire, revenons à l'exemple du bateau et du capitaine. Imaginez-vous avoir un capitaine qui n'a pas confiance en soi, qui se dit où est-ce que vous voulez aller? Je veux peut-être aller en France, non, je veux peut-être aller au Canada, ou je veux peut-être aller en Suisse, qui hésite. Vous voyez, imaginez déjà l'énergie qui gaspille à essayer de trouver un objectif précis. Le désir ardent, c'est de créer une force que rien n'arrête. C'est d'avoir un ensemble de points précis à respecter qui puissent emmener le bateau dans une décision, dans une direction précise. Votre esprit ne répond qu'à des désirs ardents qui sont mis en œuvre à travers des plans précis. Et le comprendre, ça fait toute la différence. Très honnêtement, ce livre, il est hyper puissant parce que si vous comprenez que votre esprit ne répond qu'à des désirs ardents, vous avez tout compris. Vous avez compris que procrastiner, se dire je sais pas où est-ce que je veux aller, je veux devenir millionnaire, mais en fait je sais pas, bon en fait juste gagner 10 000 euros, quand, je sais pas, dans un an, dans 6 mois, je veux devenir mince, mais je sais pas, je veux perdre 1 kilo, je vais perdre 10 kilos, je sais pas, dans 6 ans, non, dans un an. Non, ça c'est pas possible. Votre esprit, vous n'y croyez pas, votre esprit n'y croira pas non plus. Donc essayez pas de l'entourlouper. Donc non, il faut que vous ayez un esprit, un objectif clair, précis. Donc le désir ardent, c'est tout ça. C'est un objectif précis et une persévérance sans faille. C'est quoi la persévérance sans faille? C'est se dire que l'échec fait partie du succès. C'est-à-dire que commencez pas à vous dire, non, je vais pas y arriver. De toute façon, je vais échouer. Ben oui, mais l'échec, c'est normal en fait. Si tu n'échoues pas, c'est pas normal. Si tu n'échoues pas, c'est pas normal. Dis-toi que l'échec, c'est normal. Le désir ardent, c'est ça. C'est savoir où tu vas et persévérer. Quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tu y vas. Dis-toi bien que les gens qui ont inventé l'ampoule, ils ne se sont pas dit, que Thomas Edison ne s'est pas dit, oh j'ai raté. Ah bah ça ne marchera pas. J'ai raté lundi, ça ne marchera pas. Non, le mec, il a cherché pendant des années. Il a cherché, il était convaincu qu'il allait y arriver. Il a cherché, il a persévéré. Il a persévéré. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué jusqu'à ce qu'il le trouve. Et c'est ça qui fait, en fait, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est ça qui fait le succès de ces hommes-là, dont on parle, de tous ces hommes-là. Il n'y a pas de succès sans acharnement. Il n'y a pas de succès sans persévérance. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Et tous ceux qui essaient de vous faire croire qu'en fait, ils réussissent en ne faisant rien, eh ben c'est faux. Ou alors c'est une fausse impression qu'ils donnent. Ou alors ils n'en parlent pas, tout simplement. Ce qui est bien dommage. Donc, la première des choses, si vous voulez avoir du succès, c'est de déterminer un montant précis. Il y a des gens pour qui 1 million d'euros, c'est pas assez. Et d'autres pour qui 1 000 euros, c'est beaucoup trop. Donc, fixez-vous un objectif précis. Un montant précis. Dites à votre cerveau, je veux 100 000 euros dans 6 mois. Dites-lui ça. Parce que si vous ne lui dites pas ça, ben vous ne les aurez pas, puisqu'il ne saura pas ce que vous voulez vraiment. Il ne saura pas où aller. Deuxième des choses, c'est un petit peu la notion de sacrifice. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver? Parce que vous allez devoir chambouler vos attitudes. Je veux maigrir. Est-ce qu'on est objectivement, vous pensez que vous pouvez maigrir en mangeant 10 McDo par jour si ça avait été votre habitude? Je dis si ça avait été votre habitude. Est-ce que vous pensez que vous pouvez maigrir en restant confortablement assis sur votre canapé et en continuant à manger 10 McDo par jour? Il y a des gens qui peut-être le font et ont un super métabolisme, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, pour ceux à qui ça crée des problèmes, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en retour? Si vous voulez atteindre 1 million d'euros ou 100 000 euros dans 6 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes prêt à aller faire des ménages? Est-ce que vous êtes prêt à aller laver l'intérieur de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes prêt à faire du ménage? Est-ce que vous êtes prêt à faire des courses pour quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous allez donner en retour? Soyez réaliste. Ne demandez pas des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Est-ce que vous pouvez
mettre en place quelque chose dès maintenant qui vous permette d'atteindre ces 100 000 euros dans 6 mois. Donc, il faut que ce soit un programme avec un montant précis. Vous dites ce que vous allez pouvoir faire et les sacrifices, entre guillemets, je dis sacrifices, mais quelque part pour atteindre son objectif, c'est pas tant un sacrifice, et tout ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. Donnez-vous une date précise, le 31 janvier, et peut-être même une heure précise, une minute précise, une seconde précise. Le 31 janvier, à 3 h du matin, je veux avoir 100 000 euros sur mon compte. Et là, ça change tout, en fait. Ça change oh, je vais devenir riche. Non. Là, ça vous lance dans le monde concret. Quelle est la somme des choses que je peux mettre en place pour y arriver? Tous les gens qui sont devenus millionnaires, ils ne sont pas de... Et alors là, si vous appliquez déjà ce principe, vous allez d'emblée éliminer toutes les méthodes qu'on vous propose pour avoir du succès en un mois. 1 million d'euros en dropshipping, 1 million d'euros en un mois, etc. Vous allez tout de suite mettre tout ça de côté parce que vous allez vous-même vous rendre compte que ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, peut-être qu'ils ont une méthode que j'ignore, mais toujours est-il que je pense que ce sont des choses qui se font étape par étape. Quatrième chose, créez un plan précis et commencez tout de suite à les mettre en action. Ne faites pas de la procrastination, s'il vous plaît. Vous dites pas, je commence de maintenant, commencez tout de suite. Prenez un stylo en papier, commencez tout de suite, ne serait-ce qu'à faire votre plan. Commencez tout de suite. Est-ce que je peux enlever certaines choses que j'achète qui ne sont pas indispensables? Est-ce que je peux revoir ma façon de dépenser mon argent? Ça, c'est des choses qui commencent tout de suite. Est-ce que je peux aller postuler au McDo ou à l'épicerie d'en face, j'en sais rien, pour avoir un complément de salaire? Est-ce que ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction de votre situation? Mais toujours est-il qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut commencer dans l'immédiat. On peut attraper un stylo, une feuille de papier et commencer à dessiner son plan. Donc ensuite, vous allez noter, la cinquième chose, allez noter cela sur une feuille, quelque part. Vous allez le noter quelque part. C'est-à-dire le montant, la date, ce que vous êtes prêt à sacrifier, votre plan, et vous allez vous le répéter tous les jours. Il appelle ça une déclaration. Vous allez prendre en fait une feuille, bon c'est un peu langage soutenu d'avant, une déclaration. En fait, vous allez prendre une feuille de brouillon, vous allez noter une feuille, un papier, un carnet, votre téléphone, vous allez noter le montant, la date, le plan, et vous allez vous le répéter 2 fois par jour, le matin au réveil et avant de vous coucher. Tout le temps. Pourquoi vous devez vous répéter ça? Vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Pourquoi est-ce que je dois répéter ça? En fait, c'est pour tout simplement influencer votre subconscient. N'imaginez pas que vous êtes tout seul là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul. La personne que vous voyez là, comme ça, qui vous regarde, c'est la personne consciente. Il y a une autre personne. Excusez-moi, je ne dis pas que vous êtes schizophrène, mais encore une fois, la schizophrénie, c'est une maladie qui nous prouve bien qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Il y a 2 personnalités. On a cette espèce de poker face, partie noire, partie blanche. Donc, cette partie que vous voyez actuellement, elle est toute petite, elle est vraiment micro, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a une autre partie en dessous, profonde, qui, elle, vraiment, est plus balèze, est plus conséquente. Et c'est elle, et vous devez aller utiliser cette puissance. Et en faisant des petits actes comme ça, en vous répétant ces petits rituels, croyez-moi, vous allez influer sur votre subconscient beaucoup plus que vous ne le croyez. Et vous allez pouvoir utiliser à la fois la puissance du capitaine et à la fois la puissance du bateau pour aller à votre destination, le succès. Il parle aussi, au-delà du désir ardent, il parle de l'autosuggestion. Qu'est-ce que c'est l'autosuggestion? C'est l'autosuggestion, la visualisation. Vous devez visualiser ces pensées positives, ces pensées rassurantes. Vous ne devez pas avoir peur, vous devez vous répéter ce succès de façon à ce que la part positive prenne toute la place, prenne une place majoritaire sur les pensées négatives de votre subconscient. Donc ce pouvoir de la visualisation, c'est de par exemple se dire, si votre objectif c'est par exemple de gagner 1 million d'euros dans 6 mois, c'est de visualiser déjà votre réussite, de vous dire, ça y est, quelles sont les émotions qui me submergent, qui arrivent lorsque je suis devenue millionnaire. Qu'est-ce que je ressens? Imaginez, sentez la chair de poule vous traverser, sentez cette sensation de joie, cette dopamine qui arrive. Imaginez-vous déjà millionnaire. Imaginez-vous svelte, comme vous l'avez toujours rêvé, avoir 10 kilos en moins. Imaginez-vous
avoir l'enfant que vous attendiez tant. Imaginez-vous avoir la belle maison que vous attendiez. Imaginez, laissez-vous envahir par cette pensée positive. Faites entrer les émotions. Et à quoi elles vont vous servir ces émotions? Elles vont toujours vous servir à diriger votre bateau. Vous avez votre bateau. Vous avez le capitaine qui est à la barre. En fait, le subconscient, il réagit au commandement, à la volonté dont on vient de parler, au désir ardent du capitaine. C'est-à-dire que pour que le bateau avance, il faut que le capitaine ait ce désir et cette volonté de l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à destination. Parce qu'effectivement, si il n'y a pas ce désir ardent d'aller jusqu'au bout, eh ben, le capitaine, il peut très bien s'arrêter en plein milieu du fleuve et dire, bon ben, là je suis fatigué, hein, j'ai trop conduit, désolé messieurs, dames, moi j'avance plus, je suis fatigué, je vais me reposer, et puis voilà, on arrête là, la croisière s'arrête là, bon ben tant pis, on va naviguer, au fur et à mesure, on verra bien où on va aller, d'accord? Donc il faut ce désir ardent, il faut que le capitaine, il ait le désir dans sa tête de vous emmener du point A au point B. D'accord? Il faut que vous, dans votre esprit, vous soyez à la place du capitaine, que vous vouliez emmener votre destination soit le succès et que vous alliez jusqu'au bout, que vous ne vous arrêtiez pas en plein milieu du chemin. La deuxième chose aussi qui va motiver, qui va permettre de faire en sorte que ce bateau avance plus vite ou moins vite, ce sont les émotions. C'est-à-dire que si vous avez un capitaine, par exemple, pourquoi on dit au capitaine ne buvez pas d'alcool, la drogue est interdite? Parce que si vous arrivez si le capitaine boit beaucoup d'alcool ou qu'il prend, je sais pas, n'importe quoi, des substances interdites, il arrive à la barre, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il a la volonté d'aller à l'autre bout, vous pensez vraiment qu'il va y arriver? Non, ce sont ses émotions. Il a bu, il n'est pas bien, il est dans un état pas terrible, il n'est pas ses émotions ne sont pas bonnes. Donc, même s'il a la volonté, même s'il dit oh, je veux y arriver, émotionnellement, il n'est pas capable de vous emmener à l'autre bord. Donc, le bateau a besoin des émotions du capitaine, vous voyez. Il a besoin de son désir, mais le désir ne suffit pas. Il faut que le capitaine ressente des émotions positives. Que le capitaine se dise, par exemple, ah, je veux aller là-bas, je veux aller à Bali. Parce qu'à Bali, quand je vais arriver, il va faire beau, il y aura du soleil, ce sera génial, je vais me reposer, on ira dans de beaux hôtels, ah, ça va être génial. Croyez-moi que s'il pense ça, le bateau, il va avancer à une vitesse et il arrivera peut-être même à destination bien avant. Donc, les émotions, plus le désir ardent, ça fait un cocktail Molotov en fait. Ça fait arriver le bateau à destination à coup sûr. Donc, les émotions sont importantes. Les émotions sont hyper importantes. Et plus elles sont puissantes, plus elles amène à cette visualisation de la réussite, de quelque chose de déjà accompli. C'est-à-dire, je suis déjà millionnaire, j'ai déjà l'enfant que je désire, que j'ai attendu depuis longtemps, je suis devenue super mince. Ces sensations, ces émotions-là, même si l'objectif n'est pas encore atteint, sont indispensables à quel que soit le stade où vous en êtes, pour vous emmener au succès. Donc, la prévisualisation, c'est important. L'autosuggestion, c'est important. Toutes ces choses sont hyper importantes pour vous mener, pour pouvoir encore une fois, utiliser, d'accord, je n'aime pas trop ce terme, mais manipuler votre subconscient pour que celui-ci, en plus de la puissance du capitaine, vous amène droit vers le succès. Mais il faut aussi avoir conscience que notre subconscient, il ne fonctionne pas qu'à la logique, pas qu'au désir ardent. Le désir ardent, ça ne lui suffit pas. Il faut aussi qu'il ait des émotions. Et ce sont ces émotions dont on parlait tout de suite. C'est-à-dire que si vous créez cette émulation, si vous faites cette visualisation, vous voyez déjà avoir atteint votre objectif, vous allez créer des émotions qui vont venir, en plus de ce désir ardent, stimuler votre subconscient en positif. Donc le subconscient, il marche au désir ardent, mais il marche aussi aux émotions. Vous avez déjà entendu les techniques de certains agriculteurs, pour en revenir à l'image du jardinier qui arrose son jardin. Les techniques de certains agriculteurs où ils mettent de la musique classique aux tomates pour qu'elles poussent mieux, et le résultat est là. Les plants poussent mieux. Okay, c'est comme l'éleveur avec son bétail. C'est-à-dire que pour que ça donne du meilleur poulet, il faut que les poules volent, soient en air libre, et qu'elles mangent de l'herbe et non pas des graines X fois mélangées à on ne sait pas quoi. Donc, c'est le même principe. Si vous voulez que votre subconscient réagisse, il faut certes la volonté, mais il faut aussi des émotions positives pour le pousser au succès. Et lui, en fait, c'est une fabrique. Il prend, en fait, ce qu'il a. C'est comme un boulanger. Il prend les ingrédients qu'il a, qu'on lui envoie. Ah, elle m'a envoyé une énergie positive, oh ben, je mets. Elle m'a envoyé un désir ardent, je mets. Je pétris et je renvoie.
Et ça donne ta situation actuelle. Si c'est que des choses négatives, la peur, la peur de l'échec, le fait de ne pas vouloir, la procrastination, de ne pas vouloir se lancer tout de suite, eh ben, il va te fabriquer un pain tout mou, tout moche, tout pas bon, il va te le renvoyer. Et ce sera ta situation. Donc toujours comme principe, comme autre grand principe, c'est la foi, la persévérance, la persévérance. Il donne un exemple dans son livre où il cite un monsieur qui avait acheté une énorme machine en fait pour trouver de l'or. Il avait investi, il s'est mis à chercher, à creuser. Un beau jour, il a dit c'est bon, j'arrête, je revends mes machines. Il a revendu ses machines et le monsieur qui a repris l'achat des machines a continué à forer et 100 mètres plus loin, à l'endroit où l'autre s'était arrêté, il a trouvé l'or. Donc, ce qui dit, tout ce qui fait le succès de ces hommes à succès, c'est qu'ils persévèrent. Ils persévèrent. Ils considèrent l'échec comme quelque chose de normal et non pas comme un obstacle. Il parle aussi comme autre principe, hormis donc le désir ardent, l'autosuggestion, la foi, la persévérance. Il parle aussi de l'énergie sexuelle. Il explique que l'énergie, il y a notre corps, enfin l'être humain, a des stimulants et que l'homme a 5 stimulants bien connus. L'amitié, la famille, l'entourage, les relations humaines, le fait de vouloir devenir riche, le désir sexuel, la musique et le fait de vouloir devenir, je crois que je l'ai déjà dit, la musique. Donc je récapitule, il y a la musique, l'amitié, les relations humaines, le fait de vouloir devenir riche, le désir sexuel et l'amour. Ce sont les 5 facteurs qui influencent en fait les 5 émotions, les 5 stimulants qui influencent en fait l'homme. Et il dit que le plus puissant de ceux-là, c'est le désir sexuel. Et que s'il est bien utilisé, qu'en fait les hommes avant 40 ans ne l'utilisent pas forcément bien, jusqu'à ce qu'après 40 ans, ils apprennent à canaliser cette énergie pour en faire une puissance. Le principe d'après, c'est de pouvoir vaincre la peur. Après cette canalisation du désir sexuel, c'est de pouvoir vaincre la peur. La bonne nouvelle, c'est que ces peurs, elles n'existent que dans votre esprit. Donc vous avez la possibilité de les contrôler. Donc si vous pratiquez régulièrement cette autodiscipline, cette autosuggestion, cette déclaration dont il vous parle, dont on a parlé précédemment, et ben vous allez y arriver. Et notamment, il explique qu'il y a plusieurs types de peurs. La peur de l'échec, parce qu'on ne va se passer à l'action finalement. Parce que si vous avez peur d'échouer, c'est que vous n'avez pas vraiment essayé peut-être. Essayez. Et peut-être qu'en essayant, vous comprendrez que vous arriverez à dédramatiser la situation, ou à vous dire, ah ben, j'avais peur, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Ou alors, j'avais peur, mais j'ai bien fait de me lancer. Même si ça a été difficile, j'ai bien fait, c'est gratifiant. Il parle d'une deuxième peur qui est la peur de la critique. On n'ose pas parce qu'on pense que les autres vont pas aimer notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de ceci. Il dit, faut juste s'en foutre en fait. Faut pas y donner de l'intérêt. Parce que ça peut complètement détruire votre initiative. C'est pas pour rien qu'on nous a créés comme ça. On ne sait pas ce que les autres pensent. Et tant mieux. Sauf si nous le disent. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et quand bien même ils vous le disent, qu'on vous dit ne va pas vous tuer, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc vraiment, dédramatiser, n'ayez pas peur. Il parle aussi d'une peur qui est la peur d'être malade, la peur de ne pas être en santé. Alors attention, là je vais prendre des pincettes. Jamais je ne parlerai de ceux qui ont une vraie maladie, de ceux qui sont vraiment souffrants, de ceux ça existe. Mais je pense qu'il voulait plus parler de l'hypocondrie. C'est-à-dire ces gens qui sont pour mal au ventre, qui ont mal à la tête avant d'aller à l'école, même si effectivement ce sont de vrais symptômes, il explique qu'il faut essayer d'aller au-delà de ça. Il ne faut pas avoir peur, c'est notre esprit en fait. Il parle des maladies, je pense, psychosomatiques, ces maladies que notre esprit nous crée, parce qu'effectivement, oui, notre esprit peut nous rendre malades. Notre esprit peut nous rendre malades. Quand on dit aux gens d'arrêter de stresser, vous allez faire de la tension. Vous l'avez déjà entendu ça plusieurs fois. Parce que oui, en fait, votre cerveau, il envoie des impulsions à vos nerfs, à vos nerfs, qui eux-mêmes viennent resserrer vos vaisseaux sanguins. Oui, demain, je ne vais pas vous faire peur, mais je grossis la chose pour essayer d'imager et de faire comprendre à quel point le subconscient, l'esprit, peuvent influencer négativement. Et demain, c'est-à-dire que vous êtes tellement stressé, vos vaisseaux, le stress influe vos nerfs, vous êtes demain hypertendu. Hypertension artérielle. L'artère qui reçoit, en fait, les artères, c'est des tuyaux, et autour de ces tuyaux, il y a des nerfs qui sont entourés.
Vous voyez? Et c'est ces nerfs-là qui vont faire fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Si vous êtes trop stressé, vos nerfs, ils vont tout le temps garder vos vaisseaux fermés. Et à un moment, ça s'appelle hypertension. Hein. Peut-être que les médecins, corrigez-moi, je demande qu'à être corrigé par les médecins s'il y en a ou des gens du personnel soignant. Et un beau jour, à force que le flux sanguin soit tout le temps petit, alors qu'il devrait être comme ça, il est tout le temps petit parce que vous êtes trop stressé. Au bout d'un moment, le sang passe, il passe, et puis vous faites un peu de cholestérol. Il y a des petites plaques qui se mettent autour du vaisseau. Il y a des petites plaques qui se mettent. Et puis le sang passe encore moins bien. Et un jour, paf, caillot, le sang ne passe plus, AVC. Donc, l'esprit peut vous rendre malade. L'esprit peut tuer quelqu'un. Le stress peut tuer quelqu'un. Donc, contrôlez votre esprit. Essayez de contrôler. Essayez. Je ne dis pas que ça fait tout. Je ne dis pas que tous ceux qui font des AVC, c'est parce qu'ils ont un esprit qui... Non, je n'ai jamais dit ça et je ne dirai jamais ça. Mais je dis que ça peut influencer sur certaines maladies. Ça peut rendre malade. Donc, de cette hypocondrie, il a dit, arrêtez de vous stresser, de vous rendre entre guillemets malade. Non, arrêtez, ne faites pas ça. Arrêtez dès que vous êtes malade, vous avez une grippe, d'aller chercher sur Google, parce que sur Google, vous avez d'emblée un cancer. Vous êtes mal barré. Hein. Donc, arrêtez. Ensuite, il parle de la peur de ne pas être aimé, de perdre un amour, etc. Il dit, écoutez, si vous avez tout fait pour que votre relation se passe bien et que malheureusement la personne vous quitte, profitez de votre célibat. Voilà, trouvez toujours le positif dans le négatif. Ça ne va pas être évident tout de suite, il va falloir encaisser le coup, mais quelque part, il y a toujours un positif quelque part. Donc profitez de votre célibat, éclatez-vous, sortez, et puis peut-être que l'amour viendra quand vous y attendrez le moins. En fait, c'est tout ce qu'on souhaite. Et comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné des fois. Hein. Il évoque aussi la peur de vieillir, par exemple. Il y a des gens, botox à droite, botox à gauche, botox en haut, botox en bas, et finalement, on se retrouve avec... voilà. Je ne critique pas le botox. Je suis moi-même, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Je trouve que c'est très sympa. Tant que ça permet d'avoir un équilibre, ça permet d'être heureux. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que l'on fait parce qu'on a peur de vieillir. Il faut que ce soit quelque chose que l'on fait parce qu'on a tout simplement envie d'être beau. Voilà. Pas parce que ce soit une peur, mais parce que, c'est-à-dire que si on ne le fait pas demain, que ce ne soit pas un problème. Voilà. Moi, personnellement, je me dis, dans 10 ans, peut-être que je me ferai faire quelque chose. Pas forcément parce que j'ai envie de ne pas vieillir, absolument, mais parce que j'ai envie tout simplement d'améliorer mon image. Ou peut-être que non, ou peut-être que oui. Il ne faut pas que ce soit une obsession. Il ne faut pas que ce soit une peur de ne absolument pas vieillir et devenir un visage comme ça tendu sans expression. Et en plus, il explique que le vieillissement, c'est toujours ce côté, trouver le positif dans ce que vous considérez comme étant négatif. C'est-à-dire que finalement, en vieillissant, vous êtes plus mature, vous apprenez plus à vous connaître, vous avez plus d'expérience. Et enfin, la peur de mourir. Il dit, de toute façon, que vous ayez peur ou pas de mourir, vous allez y passer à un moment ou à un autre. Bien évidemment, on espère le plus tard possible, mais essayez quand même de dédramatiser. On ne sait pas quand ça viendra, sauf si effectivement on est très malade et que voilà, malheureusement il n'y a pas d'autre issue, mais en général, décomplexez-vous par rapport à ça. En gros, la phrase de la fin, c'est « Rien de ce que la vie a à nous offrir ne vaut une inquiétude constante. » Pour résumer tout ce que j'ai dit, résumé du résumé, n'ayez pas peur de l'échec, allez-y. Ayez un désir fort, influencez votre subconscient de façon à ce que vous puissiez l'utiliser comme un outil supplémentaire pour arriver à vos fins. Inondez-le de pensées positives. Ayez une volonté inébranlable, vraiment, et n'abandonnez pas. Soyez persévérant et ça finira par payer. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs parce qu'elles vous handicapent, c'est un handicap. Gardez la positive attitude, comme dirait Laurie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que je vous aurai apporté une petite vision, que j'aurai apporté un petit grain de sable à votre journée et que bien évidemment ce résumé aura résumé les points forts qui vous éviteront d'aller lire le livre et qui permettront aussi de le réinterpréter d'une façon émotive pour en revenir aux émotions. On a le pouvoir de l'émotion. Je vais juste citer une anecdote. Moi, quand j'écoute une chanson et que je la trouve magnifique, je vais prendre une chanson toute classique, enfin toute bête, celle de Céline Dion, celle de Céline Dion ou de Whitney Houston, I Will Always Love You. Je la trouve beaucoup plus jolie
Elle est déjà magnifique, cette chanson. Mais je la trouve beaucoup plus jolie quand il y a un interprète qui la chante. Vous voyez, quand on passe à The Voice, ou, pardon pour citer des marques d'émissions, mais quand vous entendez un chanteur chanter I Will Always Love You à The Voice, qu'est-ce qui vous fait cliquer plus sur l'un que sur l'autre? C'est l'émotion que vous ressentez. Ok? C'est l'émotion que vous ressentez qui va plus vous emmener vers l'un ou vers l'autre. C'est pour vous montrer un peu la puissance. Et cette émotion-là, vous ne savez pas pourquoi elle vient. Et elle vient d'où? Elle vient de votre subconscient. Et donc, c'est pour vous refaire le lien entre émotion et subconscient. C'est-à-dire que vous allez choisir, vous aurez le désir ardent de choisir quelqu'un parce que votre émotion aura été suffisamment forte pour vous mener à ce choix. Donc, je n'en dis pas plus. Et je vous laisse méditer sur ce livre que je trouve absolument phénoménal. S'il y a bien un livre à lire, franchement, c'est celui-ci. Parce que déjà à l'époque, il avait tout compris. Et pour moi, il a vraiment résumé l'essentiel. Et il faut vraiment le lire et le relire. Comment dire, le lire et le relire différemment pour vraiment arriver à capter la puissance de ce qu'il dit. Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain résumé. N'oubliez pas de me faire un petit like. Ciao!